Qui suis-je? Je suis Philippe Carezvan, médecin de famille à Montréal et co-directeur de la direction collaboration partenariat patient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. J'ai beaucoup de collègues qui se questionnent à savoir, qui me disent qu'ils sont en partenariat, qui croient à ça, qui font ça depuis longtemps. Puis finalement, je pense qu'être en partenariat, c'est un peu plus difficile que ça. C'est un peu plus difficile, puis c'est un peu plus compliqué quand tu es médecin. Parce que quand tu es médecin, tu penses vraiment que tu sais plus que le patient qu'est-ce qui est bon pour lui. Puis tu acceptes que le patient ne suive pas tes recommandations ou qu'il ne soit pas d'accord avec toi. Mais secrètement, tu penses que s'il était d'accord avec toi, ce serait mieux pour lui. C'est comme ça qu'on est entraîné, puis c'est ça qu'il y a dans notre culture. Puis être en partenariat, c'est quoi? Je prescris un médicament à un de mes patients, bien, là, sur un sujet que je connais bien, puis j'ai une bonne relation avec lui, puis je suis compétent, puis je suis bienveillant, puis je le prescris pour les bonnes raisons. Puis le patient ne le prend pas. Être en partenariat, ce n'est pas accepter qu'il ne le prenne pas. Ça, tout le monde accepte, on n'a pas le choix. Être en partenariat, c'est d'être capable de se dire pendant une seconde, est-ce que ça se pourrait que c'est la meilleure décision pour sa santé? Peut-être pas, probablement pas, mais peut-être que oui. Pour faire ça, il faut absolument reconnaître à l'autre une expertise. On ne le fait pas avec nos enfants, parce qu'on ne leur reconnaît pas d'expertise. On pense qu'on a plus raison qu'eux. On pense qu'on comprend mieux qu'eux qu'est-ce qui est bon pour eux. Mais c'est ça la clé. C'est ça la clé du partenariat. Quand on dit que le patient a une expertise, puis que c'est un soignant, puis qu'il fait partie de l'équipe, c'est ça. Il y a une expertise que moi, je n'ai pas. Mon patient qui vit avec un diabète depuis 50 ans, il sait des choses que je ne pourrais jamais savoir. Tout simplement. Ces choses-là sont importantes. Maintenant, ce n'est pas interchangeable avec mon savoir. Ce n'est pas la même chose. C'est pas ça l'enjeu. C'est que les deux ont une place, puis il y a certains moments où ses savoirs à lui sont plus importants que les miens. Le partenariat, l'idée du partenariat avec le patient, quand je l'explique à mes amis, à la famille, à des gens qui ne sont pas en médecine, ça paraît évident pour tout le monde. En médecine, c'est loin d'être évident parce que le partenariat, ça va impliquer, malheureusement ou heureusement, mais du moins, ça va impliquer certainement d'entrer en relation. C'est difficile d'entrer en relation. On se protège pour 1000 raisons. On se protège parce que ça fait mal, parce qu'on côtoie la souffrance à tous les jours. Parce que c'est plus facile de se distancier un peu, parce qu'on a un autre patient à voir dans 10 minutes. Puis parce qu'on n'a pas été entraîné à rentrer en relation. On n'a pas été entraîné. On ne sait pas comment le faire. C'est déstabilisant, ça fait peur. Puis parce qu'on va faire des deuils toute notre vie comme médecin. On s'attache aux gens. On va faire des deuils. Ça va être difficile. Chaque petite perte, chaque événement est vécu comme un petit deuil. Il y a un certain moment où on décide de se protéger. Parce qu'on veut continuer à faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas pour des mauvaises raisons qu'on se distancie. Ce n'est pas pour des mauvaises raisons. C'est un moyen de survivre. On pense par contre que ce moyen-là est moins adapté à la réalité d'aujourd'hui. Ça marche encore, puis il y a des gens qui vont continuer à le faire. Ce qu'on essaye de proposer, on essaye de proposer une nouvelle façon de le voir, où c'est beaucoup ça là-dessus qu'on travaille à la Faculté de médecine aussi. C'est de créer un environnement protégé où les étudiants de médecine et de sciences de la santé peuvent commencer à travailler avec des vrais patients, commencer à expérimenter ça, pour voir que finalement, c'est pas si difficile que ça. Au contraire, ça facilite notre travail. Un des problèmes qu'on a en médecine, c'est qu'on considère souvent que le patient comme une banque de réponses pour nos questions. Puis aussi que s'il nous dit oui ou non, bref, c'est en mode binaire, que oui veut dire oui et non veut dire non. Donc, il y a quelques années, quand j'étais urgentologue, je me souviens d'une soirée où je travaillais, puis j'avais une externe, une étudiante, une externe. Puis là, on entend le téléphone rouge, qui est le téléphone de l'ambulance qui s'en vient avec un... Puis c'était un cas de crise cardiaque potentielle chez un homme de 55 ans, assez typique, un peu de surpoids, hypertendu, qui avait une bonne douleur dans la poitrine, ici. Puis là, donc, l'ambulance arrive,
Puis tout le monde se rue dessus. Toutes les infirmières, on déshabille, on lui met des voies intraveineuses, on le branche sur le moniteur, on l'installe. Là, je regarde mon externe, puis elle était impressionnée, puis je lui dis, alors c'est toi qui vas faire l'évaluation. Elle me regarde, elle est terrorisée. Je dis, oh oui, t'es capable. Puis je sors de la salle. Finalement, je me mets dans la salle juste à côté et je l'entends questionner. Puis mon infirmière connaissait, elle savait que je faisais ça souvent, donc elle était fiable. S'il y avait quelque chose, elle serait venue. Mais j'entendais tout ce qui se passe. Là, je l'entends poser les questions. Puis en gros, l'enjeu, c'est qu'on lui a branché un moniteur, on a fait un électrocardiogramme, puis l'électrocardiogramme ne nous disait pas si c'était une crise cardiaque ou non. Donc, les questions étaient très importantes parce qu'il faut agir vite. Puis tout ce que j'entendais, c'est le patient dire « j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac ». Puis elle le questionnait en disant « dites, est-ce que vous avez des antécédents cardiaques ou des antécédents familiaux cardiaques ou est-ce que vous avez eu le même genre de douleur dans les dernières semaines? » Il disait juste « j'ai mal à l'estomac ». « Non, non, non ». Elle finit son histoire, elle fait vite, rapidement, parce qu'on était pressé. Elle vient la reviser avec moi. Je dis, très bien, on va retourner voir le patient ensemble. Et là, je décide de lui poser exactement les mêmes questions, mais un peu différemment. Je me suis approché de lui, j'ai dit, bonjour monsieur, je m'appelle Philippe Carazivan. C'est moi le médecin de garde ce soir. Je vous entends depuis tantôt dire que vous avez mal à l'estomac. Je viens de vous prescrire quelque chose pour la douleur. Je vous promets que dans 5 à 10 minutes, vous allez avoir beaucoup moins mal. Ça se peut que vous ayez mal à l'estomac, effectivement. C'est possible. Vous voyez que tout le monde s'affole autour. Personne ne lui avait dit pourquoi. Parce que nous, on a peur que ce soit le cœur et non pas l'estomac. Puis ça se présenterait comme ça, c'est bien possible. Et c'est ça mon travail, parce que ce serait beaucoup plus dangereux. Et si c'est le cœur, il faut qu'on le sache le plus rapidement possible. Et votre électrocardiogramme ne nous aide pas. Donc, je vais vous poser des questions. J'ai besoin que vous soyez concentrés. C'est très important pour moi. Je repose la même question. Est-ce que ça vous est arrivé dans les dernières semaines d'avoir un épisode semblable? Il avait dit non 2 minutes plus tôt. Et là, je le vois qui arrête, il réfléchit 5 secondes, il dit « Oui, la semaine passée, en montant un palier d'escalier, j'ai eu le même symptôme. » C'est ça, entrer en relation avec quelqu'un. C'est ça le partenariat, mais c'est aussi d'expliquer pour nous qu'est-ce qu'on fait. Parce que le patient, s'il ne comprend pas pourquoi tu vas là, pourquoi il aurait confiance en toi comme ça, juste à cause du titre? La phrase qui a le plus d'impact sur la santé du patient, c'est « vous avez bien fait de venir ». C'est la seule qui est importante, en fait. On est beaucoup dans une logique où, comme si la clinique, ça nous appartient, puis le patient nous dérange en venant, puis il vient pour des mauvaises raisons. Comme si le cabinet du médecin appartient plus au médecin qu'à la population ou au patient. Ce qui est débile pour commencer, comme idée, ce qui est un peu fou, mais ensuite, c'est vraiment de décider de consulter un médecin, c'est déjà une décision de soins majeure, qui n'est pas facile. Personne ne veut le faire. Tout le monde repousse, procrastine, repousse, non, non, non. Et après, ils se décident, ils s'en vont, ils attendent dans la salle d'attente pendant 1 heure. Ils finissent par te voir, ils se sentent déjà coupables un peu ou mal, ou est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'aurais dû consulter plus tôt, oh, est-ce que je dérange pour rien et tout ça. Il dit la première décision, la première intervention qu'on a à faire, c'est de valider cette décision de soins qu'ils ont prise. Tout d'abord, vous avez bien fait de venir. On va regarder ensemble. Puis dans les faits, ils ont toujours bien fait de venir. Moi, j'entends souvent mes collègues, mes étudiants dire « Le patient, il est venu pour rien, il est venu pour un nez qui coule ou tout ça. » Il n'y a personne qui consulte, ou en tout cas, du moins, c'est très rare, qui consulte pour le plaisir. Tout le monde préfère être à la maison. L'autre truc, c'est avec ces années de scientification de la médecine et de monopole du savoir, ça fait en sorte que c'est pas évident non plus de donner une place. Parce que j'ai beau demander à mon patient, « Et vous, qu'est-ce que vous pensez que vous avez? » C'est vrai qu'une fois sur 2, il va me répondre, « Ah, mais je ne sais pas, c'est vous le médecin. » Des fois, il est gêné de son hypothèse, des fois, il pense que c'est pas sérieux, il ne sait pas à quel point, puis c'est difficile. Je dis à mes étudiants de le faire, ils me disent, « Ah, il m'a dit, je ne sais pas. » Il faut que je m'y prenne par 2 ou 3 reprises, en fait. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez? Je ne sais pas. Je sais que vous ne savez pas, là, mais ça fait 5 jours que vous avez mal au ventre. C'est un monsieur intelligent, là. Je suis persuadé que vous avez pensé à quelques hypothèses. C'est au bout de 30, 60 secondes, comme ça, il faut mettre la table
pour redonner la place à ça, où tout d'un coup, ils n'ont plus honte, sont plus gênés, ils osent dire. Et la plupart du temps, c'est très, très utile pour moi cliniquement. Ils ne sont jamais si loin que ça de la traque. Ou du moins, je sais qu'est-ce qui les inquiète. Un mal de ventre chronique qui s'installe depuis longtemps ou qu'on ne sait pas trop c'est quoi, c'est pas si évident de trouver la cause. Mais si je comprends bien que ce qu'il veut principalement, c'est être sûr que ce n'est pas un cancer, je suis capable de faire ça assez rapidement et assez facilement. Le travail devient plus facile si on s'adapte à la demande, aux attentes, aux craintes du patient. Mais pour ça, il faut qu'il les formule. Et pour l'instant, il faut parfois qu'on ouvre, qu'on mette la table, qu'on l'aide à les formuler. Parce que les patients on a été très bons en médecine là, pour garder les patients dans une posture de passivité où est-ce qu'ils ont l'impression que leurs savoirs ne sont pas si valides que ça. Donc, je pense qu'il faut maintenant faire notre part aussi. Ça fait de moi un meilleur médecin, puis un médecin qui est moins fatigué à la fin de chaque journée. Je supervisais un résident l'autre soir, puis il vient, j'étais en sans rendez-vous, puis le patient présentait des symptômes qui pouvaient s'apparenter à une maladie qui est assez grave, qui est l'embolie pulmonaire. Puis là, la question, mais le risque était très faible. Puis là, j'écoute mon étudiant qui me résume tout le cas, mon résident. Puis là, il me dit, je dis, alors, qu'est-ce que tu ferais? Puis il me dit, bien, j'hésite, je ne sais pas s'il faut que je l'envoie à l'urgence ou non. Je dis, pourquoi? Il dit, bien, parce que c'est très peu probable qu'il y ait la maladie, mais si c'est ça, c'est grave. Je dis, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, je l'ai vu se forcer, peser le pour et le contre pendant 20 minutes. Il m'a présenté tous les arguments. Si je voulais savoir qu'il les connaissait ou non, il les connaissait. Mais là, je le voyais avec ce poids de la décision. Puis là, il s'est tourné vers moi, il dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il se sentait coupable. Il n'allait pas dormir s'il ne l'envoyait pas. Il allait y penser toute la soirée. Est-ce que j'aurais dû l'envoyer? Est-ce que j'ai manqué? J'ai simplement dit, tu sais, c'est pas à toi de prendre cette décision-là. On est retourné voir le patient, on a expliqué tout ça. En 2 secondes, le patient, il dit, ah non, moi, je ne suis pas inquiet du tout de ça. Il dit, mais j'ai bien compris, si jamais j'ai un signe, je vais y aller. Puis il y a un autre patient qui pourrait dire, ah non, moi, ça me préoccupe, ça me stresse, je préfère en avoir le cœur net, je préfère aller à l'urgence. Et voilà. Le travail est beaucoup plus facile quand tu décides que ce n'est pas toi qui vas prendre la décision. C'est nous. On va la prendre ensemble.